eh bien, la place de l'homme dans ce nouvel environnement, on en a un petit peu parlé déjà. J'en sais, quelle est la place donc, de l'homme dans cette usine où les robots se multiplient et prennent une place de plus en plus importante? Est-ce que ça peut aussi susciter des inquiétudes auprès des PME? Tout à fait, la principale inquiétude, c'est de dire que le robot va en fait être au détriment de l'emploi. Alors, c'est pas du tout le cas avec le robot, parce que le robot est collaboratif, je dirais, dans son fonctionnement même. Pour le robot d'assistance au geste, il a besoin d'un opérateur. C'est l'opérateur qui contrôle le robot tout au long de sa tâche. Donc derrière, en fait, le robot, c'est, on va dire, le compagnon naturel qui permet finalement à l'opérateur d'être plus efficace. Et donc derrière, l'idée, c'est pas de remplacer l'opérateur par le robot, mais c'est d'augmenter la valeur ajoutée de l'opérateur. Après, bien sûr, il faut jouer du bon arbitrage entre les tâches qu'il faut automatiser, parce qu'elles sont pénibles, parce qu'elles sont dangereuses, parce qu'il y a des objectifs de qualité, comme mentionnait Franck tout à l'heure, et puis les tâches où la valeur ajoutée de l'opérateur est indispensable, et donc sur lesquelles justement le robot va venir l'assister et va venir augmenter sa performance. Donc derrière, vraiment, il ne faut pas sentir le robot comme étant une menace pour l'emploi, mais au contraire comme étant une opportunité aujourd'hui d'augmenter la compétitivité de ces PME, donc d'augmenter leur performance économique, donc d'augmenter ensuite le bassin d'activité. Donc il faut penser à un réaménagement des qualifications, enfin des missions de chacun. L'opérateur est missionné sur d'autres choses à côté du robot. Effectivement, il y a deux choses. Il y a l'opérateur qui va être assisté par le robot, qui a trait avec le robot. Donc là-dessus, évidemment, il va y avoir un changement du poste de travail. Donc il va y avoir une adaptation, une montée en compétences par rapport à ces nouveaux outils qu'il va falloir opérer. Et puis, il y a quand même des postes qui vont être remplacés par des robots. Et là, évidemment, je dirais, c'est un débat sociétal, on va dire, beaucoup plus large que la robotique. C'est comment se fait la redistribution de la valeur ajoutée du robot par rapport à la société. Donc ça, je dirais, c'est un débat bien plus vaste. Mais derrière, évidemment, il y a toute une notion sociétale qui est très importante à prendre en compte et qui est primordiale dans l'adoption, je dirais, à la fois de la V1 robotique industrielle et de la V2 robotique au sein des PME et des industries au sens large. D'aller vers des emplois qualifiés grâce à la formation, typiquement la R&D ou d'autres choses, il peut y avoir des aménagements. Oui, bien sûr. Alors après, le robot permet à l'opérateur de tester d'autres choses et de monter en compétence. Exactement. Et c'est surtout se dire, en gros, la valeur ajoutée de l'être humain, c'est pas forcément ses muscles, on va dire, c'est plutôt sa tête. Et donc, du coup, sa tête, ses yeux, en gros, son geste, son expertise de la tâche, son expertise, on va dire, de son poste. Et là-dessus, ce qu'on veut, c'est justement qu'on n'est pas un opérateur dont on se dit, voilà, la principale valeur ajoutée de l'opérateur, c'est de pouvoir porter 50 kg en continu. C'est pas intéressant, ça. Mais le robot n'est pas le deuxième cerveau, il est une troisième main. Exactement. Et du coup, de se dire l'opérateur, ce qui va être intéressant, c'est son expertise. Je dis pas c'est du fait main quelque part, mais on va avoir, je dirais, toute une expertise qu'on va pouvoir beaucoup plus mettre en valeur grâce à la robotique que là où aujourd'hui, on utilisait plutôt, je dirais, les muscles parce qu'ils étaient branchés à un cerveau et des yeux, c'était quand même plus simple. Là où justement le robot va pouvoir assister, on va dire, ces muscles-là, et puis une partie du geste aussi, il n'y a pas que les muscles. Et donc du coup, se concentrer vers une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Là, vous avez traité aussi forcément beaucoup ce débat, place de l'homme dans ce nouvel environnement robot. Comment ils sont perçus chez vous à Douai ces robots aujourd'hui? On voit qu'il y a un changement dans la réception, dans l'attitude vis-à-vis du robot. Il y a effectivement, même y compris vis-à-vis des syndicats, il y avait quelques années, le principe même de robotiser était contesté. Il était contesté parce qu'on voyait dans le robot un concurrent à l'homme, donc un concurrent à l'emploi. Je crois qu'il y a eu une compréhension progressive des grands phénomènes qui consiste à dire que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à l'échelle 1, l'activité, elle est générée par la compétitivité. Et ça, le corps social, pratiquement dans sa majorité, l'a bien compris. On se bat pour avoir de la compétitivité, cette compétitivité génère de l'emploi. Dans l'automobile, c'est très clair. Ce qui compte, c'est d'avoir des affectations de véhicules. On est en concurrence. On est en concurrence entre les sites qui sont en Europe, entre les sites qui sont en Europe. Et finalement, la décision d'affecter un véhicule à un site, elle découle du fait que c'est pertinent d'un point de vue économique d'affecter ce véhicule à ce site. Et dans ce cadre-là, tout ce qui veut participer à la compétitivité, finalement, participe à la fin à l'emploi. Là, les opérateurs l'ont compris, puis on a des exemples, je dirais, très très précis. On est en train de relocaliser à Flins, je ne vais pas citer Douai, on est en train de relocaliser à Flins la Micra. Ça a été annoncé dans la presse, donc en 2017, la future génération Micra, Nissan Micra, sera faite à Flins.
à Flins, donc en région parisienne. La Micra, c'est une petite voiture. Franchement, il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé qu'un véhicule qui est actuellement, la génération actuelle, est produite en Inde. On va finalement délocaliser d'Inde, en France, en région parisienne, une petite voiture. Et ceci va générer à Flins une activité de plus de 130 000 voitures par an. Donc on voit tout de suite l'impact sur l'activité, non seulement de Flins, mais de tout le tissu économique qui sera autour de Flins. Pourquoi on a fait ça? Et pourquoi Nissan a décidé ça? Parce que là, c'est même pas Renault qui a décidé, c'est Nissan. Parce qu'on a réussi à amener un coût de fabrication à Flins qui soit, dans la différence avec le coût de fabrication en Inde, soit inférieur au coût de transport de la Micra d'Inde en France. Ça, on l'a fait comment? On l'a fait parce qu'on a aligné toute une liste de conditions, et dans la liste de ces conditions, la robotisation, la cobotisation, les gens y travaillent en particulier sur Flins, c'est un vecteur essentiel. Parce que finalement, on le voit aujourd'hui, il y a la convergence sur pratiquement tout le... Il y a beaucoup de facteurs de coût qui sont convergents. On voit le coût de l'énergie qui rentre dans le coût d'une voiture, c'est convergent, c'est pas plus cher d'avoir de l'énergie en France que quand même. Le coût de la main-d'œuvre très qualifiée est également convergent. Recruter aujourd'hui un ingénieur, par exemple au Brésil, ça coûte plus cher que recruter un ingénieur en France. Donc on voit que finalement, les choses bougent très vite. En revanche, on garde, et c'est ce qui fait l'écart de compétitivité majeur entre un pays low cost et un pays européen, sur le coût de la main-d'œuvre directe, là, il y a un impact encore moins. Donc chaque fois qu'on peut travailler sur ces questions, et en gros c'est la compétitivité, en réalité, on défend l'emploi. Et pour revenir à votre question, en réalité, je pense que le corps social, dans sa très grande majorité aujourd'hui, l'a compris. Donc il accepte tout à fait le robot, s'il voit que derrière le robot, il y a la compétitivité, donc derrière, il y a l'affectation d'activité, ce qui est au global assure la pérennité de l'emploi du salarié. Et quand vous avez aussi transformé l'usine, l'automatisation, la robotisation, vous l'avez fait avec vos salariés, c'était important pour vous aussi? Oui, aujourd'hui... Vous avez été impliqués? Oui, on en parlera plus cet après-midi, mais un des grands enjeux d'aujourd'hui, c'est réellement faire progresser encore la compétitivité des usines en France, mais on va le faire de plus en plus en associant finalement les opérateurs, les techniciens, tout le monde. Et il y a des attentes fortes de la part de ces salariés, qui concernent en particulier les conditions de travail, l'ergonomie. Et à un moment, un robot collaboratif peut particulièrement être bien adapté pour traiter un problème très difficile à traiter en ergonomie, une posture très difficile. Bon, on a des fois des préhensions de pièces avec des grands porte-à-faux qui font que l'opérateur a mal au dos. Bon, là, un petit robot collaboratif va juste prendre cette partie du geste et traiter complètement le problème d'ergonomie. Donc finalement, là encore, l'opérateur peut y voir un grand avantage. Ça n'a pas nécessairement enlevé son poste, ça a juste amélioré l'ergonomie, ce qui lui permet de travailler sur d'autres sujets et d'être en meilleures conditions pour faire la qualité. Marc Moretti, vous dites à vos clients, aux personnes, aux entreprises que vous accompagnez dans ce duo homme-robot, il faut garder l'homme comme force, c'est lui avant tout l'entreprise. Quand on fait visiter par exemple à ses clients, ce sont les équipes qu'il faut montrer là-bas. Le cœur d'une entreprise, effectivement, c'est l'homme. Ça n'a jamais été une machine. Une machine, le concurrent peut avoir exactement la même machine, c'est pas pour autant qu'il aura la même qualité que l'entreprise, que l'on vient visiter. C'est bien l'homme qui donne la qualité de l'entreprise. Là aujourd'hui, en 2007, j'avais déjà émis que la délocalisation était un passage qui allait avoir de la relocalisation. Parce que M. Narot vient d'expliquer effectivement pour les grands groupes. Il y a eu d'ailleurs Decathlon, maintenant Renault, il y en a eu bien d'autres. Le problème, c'est qu'au niveau de la PME, ce n'est pas encore intégré sur le fait que relocalisation va à un moment donné aussi exiger, demander d'avoir en face des entreprises en fait sous-traitantes qui vont pouvoir répondre. Si on n'a pas des entreprises PME qui peuvent répondre avec la même rapidité, les mêmes prix compétitifs que les pays low cost, on ne gardera pas la sous-traitance en France. Donc on aura ramené une fabrication, mais on aura toujours de la sous-traitance à l'étranger. Donc comment se démarquer par rapport à ces pays, nous en France? Alors la chance que nous avons en France, c'est que nous avons une forte valeur ajoutée en fait de la ressource humaine et par
les universités, par notre système en fait, éducatif. Et le robot va pouvoir faire un certain nombre de choses que de toute façon il est plus intéressant de faire autrement, manuellement en fait en France, sinon à ne pas être compétitif du tout, donc on ne gardera pas du tout la ressource humaine derrière. L'important, c'est effectivement que l'homme soit requalifié sur des valeurs ajoutées, de façon à apporter une qualité indéniable, et c'est là, par rapport au pays low cost, qu'on peut faire la différence. Je l'ai mis en technicité, en haute technicité, en fiabilité aussi, en respect des normes. Et garder dans les gens qui connaissent très bien leur métier, savoir-faire. Exactement. On a un certain nombre de retours, en tout cas, sur des sous-traitants étrangers dans certains pays low cost, où il y a un nombre de rebuts important. Et le challenge pour une PME, c'est d'apporter, pour un grand groupe, c'est d'avoir un minimum de rebuts et donc d'avoir une fiabilité au montant. Et c'est l'homme qui sera au cœur de ce challenge. Donc faire évoluer la qualification, c'est en cela que vous accompagnez les équipes à travers des formations. Des formations et de l'accompagnement. C'est la formation qui est au cœur de l'accompagnement. Frédéric Grisel, c'est la même chose pour les outils numériques. Là aussi, l'homme reste au cœur et il y a toute cette notion de technicité, de qualification. Oui, effectivement, l'outil numérique, c'est exactement comme la robotique. Finalement, c'est de faciliter les tâches répétitives, finalement, d'automatiser les choses quand on peut les automatiser effectivement, de façon à ce que l'utilisateur de l'outil s'exprime au niveau de son savoir-faire. Si on prend l'automatisation d'une machine, par exemple, l'outil numérique permet d'économiser peut-être jusqu'à 80% du temps de conception d'un automatisme. Par contre, les 20% du temps sont les 20% où l'automaticien exprime son savoir-faire parce qu'il a cette compétence, effectivement, d'automatiser l'installation d'autologie ou de peinture, par exemple. Donc, l'outil numérique, c'est exactement dans la même logique, si vous voulez. Il avait aidé l'homme à faire bon du premier coup, en fait. C'est faire bon du premier coup et le plus vite possible, ça c'est clair. Aujourd'hui, les délais de projet sont tellement serrés, les enjeux sont tellement forts, sur des projets où les orientations techniques peuvent évoluer au jour le jour, puisque tout se fait en parallèle, donc tout bouge tout le temps. Et donc effectivement, il faut être capable, il faut avoir des outils capables de tenir le choc, je dirais, dans des conditions pareilles. Donc vous m'avez dit, le robot va prendre très vite des mesures, par exemple, sur une multitude de données, et ensuite il faut les analyser, sinon ça ne sert à rien. Et là, c'est l'homme qui a toute la valeur ajoutée de l'homme. Merci Frédéric Grisel. J'en serais un petit mot peut-être pour conclure cet atelier avant de passer aux questions de la salle sur robotique, cobotique et puis l'importance de l'homme au cœur de tout ça et cette nécessité pour les PME et les grands groupes qui sont déjà très investis sur le sujet. Oui, alors je dirais là, je vais reprendre un petit peu les conclusions de l'étude Roland Berger qui va bientôt paraître. On en a déjà parlé il y a quelques mois. Donc effectivement que la France a un retard, on va dire, de compétitivité qui est en partie due, on va dire, à l'obsolescence de son outil industriel, 20 ans en moyenne, on va dire, d'âge. Derrière que, évidemment, la cobotique est une opportunité aujourd'hui, on va dire, de passer directement à la V2, pour reprendre un peu cette terminologie, on va dire, de technologie pour les PME, pour les outils, pour les grands groupes. Derrière que l'offre française existe, elle n'est pas encore forcément, je dirais, très connue, donc il y a effectivement une sensibilisation, on va dire, à faire à un tissu industriel de la disponibilité de cette offre. L'offre de Kobo.